La dernière entrée que nous avions analysée autour de l'univers de Final Fantasy VII était Crisis Core, et cette œuvre permettait d'étoffer encore plus l'histoire de nos héros. Dans ce nouveau chapitre de l'histoire de Final Fantasy VII, nous allons décrypter quelques œuvres littéraires Final Fantasy VII, ainsi que d'une amélioration du film d'animation Advent Children, une édition complète qui prendra en compte les dernières sorties de cette compilation of Final Fantasy VII. Si vous n'aviez pas vu le chapitre 3 de cette rétrospective documentaire, je vous le conseille vivement. Il traite du développement de ce film d'animation en version originale avec ses critiques d'époque et sa réception commerciale. C'est un morceau assez important, surtout qu'il contient un résumé du film. Ici, nous parlerons surtout de ses ajouts. Je tiens également de nouveau à remercier tous les soutiens sur Tipeee en ce qui concerne ces documentaires. En me soutenant, vous pourrez découvrir les futurs chapitres en avance et être crédité dans les futures vidéos rétrospectives. Et si vous ne pouvez pas me soutenir sur Tipeee, vous pouvez toujours vous abonner, liker et laisser un petit commentaire sous cette vidéo. C'est gratuit et c'est une réelle source de motivation et de visibilité pour n'importe quel créateur. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de nous replonger dans l'histoire de Final Fantasy VII. Tokyo Game Show, septembre 2006. Square Enix annonce une sous-section de la Compilation of Final Fantasy VII. Elle se nomme Rebirth of Compilation. Nous en avions déjà parlé dans un chapitre antérieur et cette section comprenait Dirge of Cerberus Lost Episode, Before Crisis en version Easy Web et enfin Advent Children Complete. Une édition étendue et améliorée du film d'animation sorti en 2006. Cette nouvelle version sera commercialisée en Blu-ray, le récent support physique de Sony qui, de par sa grande capacité de stockage, permettait de profiter des joies de la haute définition. Il est également annoncé que le film sortirait en 2007, mais le projet prendra plus de temps que prévu en raison de nombreuses améliorations visuelles significatives et des nombreuses nouvelles scènes ajoutées. Début 2008, la version complète sera reportée à une date ultérieure sans détails supplémentaires. C'est finalement au Tokyo Game Show de 2008 qu'il sera annoncé pour mars 2009 avant de subir un nouveau report, cette fois définitif, 16 avril 2009 au Japon. Le film sera vendu seul ou dans un bundle comprenant une PS3 édition limitée arborant le motif célèbre du loup de Cloud. Deux versions seront disponibles au Japon, un Blu-ray First Edition comprenant un disque supplémentaire incluant une démo de Final Fantasy XIII et des trailers HD pour Final Fantasy Agito XIII et Final Fantasy Versus XIII. La seconde édition Blu-ray ne comprenait tout simplement pas le disque proposant ces bonus. Aux États-Unis, cette version complète est sortie le 2 juin 2009. Il faudra attendre le 27 juillet 2009 pour les Européens. Américains et Européens n'auront pas le droit à la démo de Final Fantasy XIII, ni au trailer, mais une vidéo aperçue du jeu. Les 11 et 12 avril 2009, Square organisera 4 projections spéciales au Ginza Sony Building au Japon. 800 places de ces projections seront offertes aux personnes ayant précommandé le bundle PS3 Advent Children sur la boutique officielle de Square Enix. Le travail derrière cette édition complète est colossal.
26 minutes supplémentaires, 1000 scènes révisées qui mettent surtout en avant le développement de Cloud, de nombreux segments dédiés à Denzel, et cette nouvelle version sera étroitement liée à un roman issu de l'univers Final Fantasy VII, nommé On a Way to a Smile. Une nouvelle parue en 2005, nommée The Maiden Who Travels the Planet, dans le livre Final Fantasy VII Ultimania Omega, fournissait un contexte supplémentaire sur le rôle d'Aeris dans Advent Children. Bien que le fait que cette nouvelle soit canon ou non fait énormément débat auprès des fans, car écrite par Benny Matsuyama, et non Nomura ou Kitase par exemple. Nous n'en avions pas parlé auparavant et nous allons rattraper ce manquement. Comme je vous disais, cette nouvelle écrite par Benny Matsuyama, auteur de nombreuses autres nouvelles tirées de jeux vidéo, n'est pas reconnue comme étant canon ni même non canon. C'est assez ambigu car même si elle est publiée dans un Ultimania et de ce fait reconnue par Square Enix, ils n'ont jamais explicitement annoncé que cette nouvelle était canon. Surtout que certains éléments sont en contradiction avec d'autres titres de la compilation, comme la manière dont est décrite La Rivière de la Vie. Certains fans considèrent cette nouvelle comme une œuvre parallèle à l'univers Final Fantasy VII, un peu comme l'OAV Last Order. Dans cette nouvelle, nous suivons le parcours d'Aeris dans La Rivière de la Vie, depuis sa mort dans la Cité des Anciens jusqu'à la fin du FF7 original. Normalement, les âmes des défunts résident ici tout en ayant perdu leur conscience individuelle. Ce n'est toutefois pas le cas d'Aeris qui conserve son identité et ses souvenirs au sein de la Rivière de la Vie. Elle y rencontrera bon nombre de personnages comme Jessie, Biggs, Wedge ou encore Dyne. Elle leur permettra de trouver la paix et de se libérer de leurs regrets et souffrances. Mais ce n'est pas tout. Aeris retrouvera également le président Shinra et Hojo, qui sont tellement ancrés dans le mal de par leur manque de paix intérieure ou leur nature obsessive de destruction, que Aeris ne peut leur offrir de réconfort, bien qu'elle soit pleine de compassion. On en découvre un peu plus sur la pensée de ces personnages et le point de vue qu'ils ont sur leurs propres actions, même après la mort. On découvre également qu'Hojo s'est servi de son propre corps pour mener des expériences et qu'il possédait des cellules de Genova. Aeris viendra en aide également à Tifa et Cloud pour leur permettre de compléter leurs vrais souvenirs après la chute de Cloud dans la Rivière de la Vie. Le but étant qu'ils puissent repartir affronter Sephiroth. D'ailleurs, Aeris le rencontrera également dans la Rivière de la Vie, ce dernier essayant de perturber et de dominer les âmes qui y résident afin d'avoir une certaine influence sur la Rivière de la Vie et ce qu'il en résulte sur la planète. Et c'est en cela qu'Aeris possède un rôle crucial dans la Rivière de la Vie, car elle protège ses amis de Sephiroth. Elle croisera également Zack au moment où Cloud se libérera des souvenirs de ce dernier. C'est comme cela qu'elle apprendra la mort de Zack, car jusque-là, elle l'ignorait. Il lui racontera sa dernière mission à Nibelheim avec Cloud. La fin de cette nouvelle se termine sur le météore qui est repoussé grâce à l'influence d'Aeris, qui mobilisera l'énergie de la Rivière de la Vie grâce aux âmes défuntes. On peut facilement relier l'influence d'Aeris sur la fin de Final Fantasy VII à celle d'Advent Children. En effet, la pluie guérissante des géostigmates est aussi due à Aeris. Mais comme je le disais plus tôt, il est difficile de savoir si cette nouvelle est officielle ou non. Canon ou non, chez Square, ils ont toujours été très silencieux sur celle-ci, contrairement à Last Order qui possède des événements parallèles et non canons à l'univers de Final Fantasy VII. Mais en termes de littérature, il existe toutefois un recueil de nouvelles qui, lui, est bien canon. Il s'agit de On the Way to a Smile. Pour préparer la sortie d'Advent Children Complete, Kazushige Nojima se mettra à écrire quelques nouvelles qu'il rendra disponibles sur le site officiel d'Advent Children. Pour rappel, Nojima est un scénariste de longue date chez Square Enix et avait travaillé sur le scénario de Final Fantasy VII original et d'Advent Children. Les nouvelles d'On the Way to a Smile servent de pont narratif entre le jeu Final Fantasy VII original et le film Advent Children Complete. Mettre en lumière la vie de nos héros après la défaite de Sephiroth, mais aussi permettre de connaître l'évolution du monde. Des éléments qui manquaient cruellement au film pour sa compréhension. Chacune de ces nouvelles se focalise précisément sur un personnage. La première nouvelle présente le personnage de Denzel après les événements de Final Fantasy VII. Ce dernier passe un entretien avec Rive dans le bar de Johnny. Il souhaiterait s'engager dans la WRO,
la World Regenesis Organization. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une organisation fondée par Reeve servant à reconstruire le monde après la chute du météore. Pour appuyer sa motivation, Denzel raconte à Reeve ce qu'il a vécu durant ces dernières années. Son récit commence au secteur 7 où il vivait avec ses parents, Abel et Chloé. Son père travaillait pour la Shinra et suite à une promotion, il était invité à déménager, lui et sa famille, vers le secteur 5. Seulement, un jour, Abel précipita leur déménagement car il savait que le secteur 7 allait exploser. Il confia Denzel à son collègue Arkham pendant que ce dernier recherchera sa femme dans le secteur 7. Malheureusement, Denzel perdra ses parents après l'explosion du secteur 7. Denzel avait pourtant espoir de les retrouver et prendra la route vers le secteur 7, mais il sera impossible pour lui de s'y rendre et il devra accepter la perte de ses parents. Il rencontrera une vieille dame, Madame Ruby, qui le prendra sous son aile. Denzel s'attachera très vite à elle, et cela sera réciproque. Elle confectionnera des vêtements et même des mouchoirs pour Denzel. Ces derniers possédaient des motifs à fleurs très reconnaissables. Denzel donnait un peu de joie dans sa vie. Elle avait un fils également, mais à chaque fois qu'elle essayait de lui téléphoner, elle n'arrivait pas à la voir. Quelque temps plus tard, la chute du météore se profila et le jour où ce dernier fut très proche d'anéantir la planète, Madame Ruby se sacrifia pour sauver Denzel. L'enfant sera par la suite recueilli par un certain Gaskin. Il révélera à Denzel que les ordres sont de se réfugier dans les taudis et il emmènera Denzel après avoir enterré Madame Ruby avec l'aide des autres enfants qui l'accompagnaient. Denzel tentera de survivre dans la misère avec les autres enfants. Beaucoup furent atteints de géostigmates et emportés par la maladie, de même que Gaskin. Les géostigmates sont une infection causée par la rivière de la vie, contaminée par Sephiroth et Genova, après que celle-ci ait repoussé le météore. Un jour, Denzel tombera sur une moto avec un téléphone accroché dessus. Il s'en servira pour appeler ses parents, mais son espoir s'envolera très vite, car les lignes du secteur 7 sont évidemment coupées. Il appellera le dernier contact du journal d'appel et tombera sur une certaine Tifa. Il éclatera en sanglots en disant ne pas savoir quoi faire, puis il se rendra compte être atteint lui aussi de géostigmates. Sans savoir ce qu'il s'est passé ensuite, il se réveillera dans un lit. Tifa et Marlène veillaient sur lui. À la fin de son récit, Reeve lui révélera qu'il ne l'engagera pas car un enfant doit accomplir d'autres missions que celles de la WRO. Les enfants doivent donner du courage aux adultes, selon Reeve. En partant, il remerciera Denzel d'avoir pris soin de sa mère, Madame Ruby. Et c'est ainsi que se termine la nouvelle de Denzel. La nouvelle suivante est consacrée au personnage de Tifa. Après les événements de Final Fantasy VII, chaque membre du groupe se séparera. Cloud, Barrett et Tifa resteront ensemble et aideront les habitants d'Edge, la nouvelle ville construite aux abords des ruines de Midgar, à bâtir des commerces et habitations. Dans l'idée d'aider Tifa à construire une nouvelle vie, le groupe fera naître un nouveau bar qu'ils nommeront le 7e ciel, en référence au bar qu'elle tenait autrefois. Tifa et Marlène s'occuperont de la clientèle et Cloud se chargera d'approvisionner le bar en marchandises en allant au contact des fournisseurs. Barrett partira de son côté pour accomplir quelque chose de personnel. Il laissera le soin à Cloud et Tifa de s'occuper de Marlène. Très vite, Cloud étendra son activité et deviendra livreur. Il livrera des commandes passées par les particuliers à travers les régions. Ils recueilleront Denzel qui s'intégrera très vite à sa nouvelle famille. Tifa de son côté doute sur sa relation avec Cloud, ce dernier étant peu présent avec son travail et Tifa se demande s'ils peuvent construire un avenir heureux avec le lourd passé qu'ils possèdent. La dernière fois qu'elle apercevra Cloud, celui-ci affichera un sourire, ce qui n'arrive pratiquement jamais, après que Tifa lui ait dit que c'est certainement Aeris qui a mis Denzel sur leur route. En effet, Cloud avait recueilli Denzel près de l'église d'Aeris. Par la suite, Tifa compose le numéro de Cloud avant de tomber sur sa messagerie, ce qui annonce les événements d'Advent Children. La nouvelle suivante est sortie en anglais à l'origine dans le livre prologue d'Advent Children, présent dans l'édition limitée d'Advent Children sortie aux États-Unis et en Europe. Elle est centrée sur Barrett dans une quête personnelle. Il a besoin de payer ses dettes pour se faire pardonner son passé violent et destructeur. Il voyagera à travers le monde pour aider à sa reconstruction. Il retrouvera Sid lors de son voyage alors qu'il cherche à construire un nouvel aéronef.
Barrett se dit qu'avec un tel appareil, il serait possible de faciliter la vie des habitants de ce monde. Mais pour cela, il faudrait que l'appareil puisse voler. Les ressources en pétrole sont plus rares et Barrett se mettra en route pour trouver d'autres gisements. Il souhaitait également mettre son Bragun de côté afin de ne plus paraître monstrueux aux yeux des autres, mais aussi pour oublier toute la destruction qu'il a engendrée. Malheureusement, il n'acceptera pas la prothèse du vieux Sasaki à Corel. Il se disait qu'il avait encore besoin de son Bragun lorsqu'il chercherait des gisements de pétrole dans des recoins inconnus de la planète. Toutefois, il fit la promesse qu'une fois sa quête achevée, il écrirait une lettre à Marlène avec cette prothèse et qu'il la lui donnerait en main propre. C'est ensuite au tour de Nanaki d'avoir son histoire, bien que celle-ci n'apparaîtra pas sur le site officiel d'Advent Children et sera exclusive au livre. Il en est de même pour toutes les nouvelles qui suivront et qui sortiront au Japon en même temps que l'édition complète d'Advent Children. Nanaki se décide de parcourir le monde pour étoffer ses connaissances sur celui-ci. Il sera constamment hanté durant son voyage par le fait qu'il verra probablement tous ses amis partir avant lui du fait qu'il puisse vivre plusieurs siècles. Il relativisera cette pensée grâce à Vincent qu'il croisera sur sa route. Ce dernier est immortel et Nanaki n'imaginait pas le fait de subir une vie sans fin et solitaire. Yuffie a également le droit à sa propre nouvelle dans laquelle elle rentre au Wutai. L'endroit est partiellement en ruine depuis l'épisode du météore et Yuffie se servira des quelques matériaux qu'elle a conservés après le voyage pour guérir les habitants. Malheureusement, beaucoup d'habitants seront par la suite atteints de géostigma. Yuffie en sera tenue pour responsable suite à son retour de Midgar. Elle partira donc à la recherche d'une matéria capable de guérir ce mal. Durant son périple, elle sera accompagnée de Yuri, un ami d'enfance dont la mère est atteinte par cette maladie. Durant ses pérégrinations, Yuri sera touché par ce mal à cause d'un liquide noir et il avouera à Yuffie que c'est lui-même qui a apporté la maladie au Wutai. Elle le ramènera aux abords du village vers une cabane accueillant les personnes contaminées. Plusieurs années passeront parmi lesquelles Yuffie ne cessera de chercher un remède à travers le monde. Elle ne perdra pas espoir malgré le fait que beaucoup de personnes affirmeront qu'une telle matéria ne puisse exister. La nouvelle se termine sur le départ vers une nouvelle aventure vers le nord, accompagnée de Nanaki. Enfin, la dernière nouvelle présente dans le recueil est consacrée à la Shinra. Elle s'attarde surtout sur Rufus, président de la Shinra à ce moment de l'histoire. Après l'échec du tir du canon vers Sephiroth au cratère nord, Rufus tentera de se mettre à l'abri après les tirs de l'arme. Il trouvera un bunker secret construit par son père, dont il se blessera gravement en y tombant. Il sera soigné dans une maison à Calme et ne pourra se déplacer qu'en fauteuil roulant durant un moment. Il ordonnera aux Turks de récolter des informations sur la situation à Midgar après la destruction du météore par la rivière de la vie, ainsi que d'embaucher de nouveaux membres. Ils découvriront la maladie des géostigmates pendant leur voyage, tandis que Rufus se fera enlever par un certain Muten, quelqu'un qui cherche à construire une nouvelle ville à sa gloire en se servant du peuple et réussira à soutirer quelques informations à Rufus sur les différents codes d'accès aux entrepôts de la Shinra. Ces derniers renfermaient des ressources et matériaux nécessaires. Quelques jours plus tard, la ville était en cours de construction, mais une discorde éclatera entre Muten et un de ses amis qui l'avait aidé à capturer Rufus. Muten sera tué et Rufus emmené vers une nouvelle prison, souterraine cette fois, avec une foule de malades atteints de géostigmates. Son geôlier était un médecin du nom de Killmister et ancien assistant du professeur Hojo et souhaite éradiquer la maladie des géostigmates et obtenir certaines informations de Rufus. Manquant de médicaments, il forcera Rufus à écrire une lettre aux Turks pour en acquérir. Le médecin livrera cette lettre en main propre aux Turks, mais Rufus restera en prison durant une semaine et regardera mourir les porteurs de géostigmates sans pouvoir faire quoi que ce soit. Une pluie torrentielle s'infiltrera dans la prison, l'occasion pour lui et les derniers malades de profiter de la montée des eaux pour s'échapper de ce souterrain. Toutefois, l'arrêt de la pluie ne leur permettra pas de sortir. Flottant dans l'eau, Rufus aura des idées noires. Il sera infecté par les géostigmates à cause de ses pensées sombres. Le médecin reviendra à ce moment-là et tuera l'une des malades et se justifiera en disant qu'elle était trop avancée dans la maladie et qu'on ne pouvait plus rien pour elle. Son mari, lui, sera épargné. Les Turks ont suivi le médecin et sauveront Rufus. Le médecin sera autorisé à poursuivre ses recherches à Cliff Resort. C'est ici que seront amenés les porteurs de géostigmates.
2 ans après la chute du météore, le médecin dira abandonner ses recherches pour guérir les patients. Il partagera tout de même sa théorie sur l'origine de la maladie. En effet, il pense que celle-ci viendrait de la rivière de la vie contaminée par Sephiroth depuis sa mort ou même Jenova. Désormais, il dira à Rufus d'ordonner à ses employés de partir à la recherche des restes de Jenova pour créer une créature supérieure à Sephiroth. Quelques jours plus tard, le médecin sera retrouvé mort. C'est Jude, le mari de la femme assassinée dans la prison souterraine, qui s'est vengé. Bien sûr, Rufus lui a très certainement fourni l'arme du crime, même s'il ne révélera jamais son origine. Rufus donnera tout de même l'ordre de retrouver Jenova pour la mettre à l'abri et empêcher un quelconque savant fou ou esprit à la dérive de mettre la main dessus. Cliff Resort sera renommé Helen. Dans la nouvelle, nous apprenons également que le monument au centre de Edge, la ville construite par des bénévoles, est une statue en commémoration de la planète qui a sauvé ses habitants du météore. Une idée de Rufus. Enfin, les nouvelles sont entrecoupées de courts textes illustrant la motivation de Sephiroth de revenir de la rivière de la vie grâce au géostigmate. Il s'agit de son empreinte afin d'être certain de ne jamais disparaître. De même, tant que Cloud garde des souvenirs de Sephiroth, il est certain de toujours subsister. Il réussira à extraire de la rivière le souvenir d'un corps, puis de lui donner 2 acolytes. Il pourrait revenir lorsque ses serviteurs chercheront sa mère et qu'ils croiseront une personne possédant des souvenirs de lui, comme cela arrivera à la fin d'Advent Children, avec la réunion de Cloud possédant les souvenirs de Sephiroth, Kadaj et Jenova. À ce moment-là, il pourrait ancrer son être dans la réalité. Ce sont les Livestream Black. Les Livestream White, eux, sont dédiés à Aerith qui, de son côté, cherche à protéger la planète depuis la rivière de la vie. Et surtout de la protéger de Sephiroth, dont elle devina les projets. Heureusement, même si elle souhaite rencontrer Cloud pour le prévenir des projets de Sephiroth, elle ne le fera pas via un autre corps, à contrario de Sephiroth. Elle souhaiterait parler à Cloud avec son vrai corps. Ces nouvelles rendent Advent Children beaucoup plus simple à comprendre. Elles donnent les clés de la compréhension de la situation des héros au moment où nous les retrouvons. Qu'il s'agisse du nouveau métier de Cloud, de Denzel, arrivé au foyer, et même l'état de santé de Rufus Shinra. Malheureusement, le recueil n'arrivera qu'en anglais le 30 octobre 2018 chez Yen Press, en Allemagne le 19 juillet 2011 chez Panini, en français le 3 avril 2014 chez Lumen, puis réédité chez Manabook le 2 avril 2020, et enfin en espagnol le 9 avril 2019 chez Planeta Comics. Bien plus tard, pour la plupart, que le film. Il n'y a que le public japonais et ceux qui comprennent la langue qui pouvaient bien profiter du lore d'Advent Children. Tetsuya Nomura est à l'origine de la version complete. Étant réalisateur de la première version, il souhaitait améliorer son film vis-à-vis des critiques de fans et il voulait profiter de l'avancée technologique pour offrir un film plus beau visuellement. Parmi les améliorations visuelles, on peut noter les plans de l'hélicoptère de la Shinra au cratère nord, la rivière de la vie, le météore, le plan de Sephiroth dans les flammes, la saleté et le sang sur les personnages. Il y a énormément d'améliorations que toutes les lister peut être vraiment très long. En ce qui concerne les scènes ajoutées ou différentes, voici un listing un peu plus détaillé. Tout d'abord, une scène entre Rufus et Kadaj permet d'ouvrir le film, donnant immédiatement au spectateur l'objectif de Kadaj de retrouver les restes de Jenova et, d'une certaine manière, de bien faire comprendre aux fans que Rufus a bien donné suite au souhait d'essayer de retrouver Jenova après sa nouvelle Down the Way to a Smile. Après le récap des événements de Final Fantasy VII, nous avons l'ouverture sur la ville d'Edge. Cette scène sera entièrement refaite avec de nombreux nouveaux plans montrant la vie de la place centrale. Les conséquences également des géostigmates de personnes très atteintes. L'apparition de Tifa sera différente, le film prend plus le temps d'introduire les géostigmates via la radio. Le film se permet de mettre beaucoup plus en avant le personnage de Denzel et notamment sa première apparition où il contemple une photo de lui avec Cloud et Marlene. La conversation entre Cloud et Rufus est étendue avec des explications sur le possible retour de Sephiroth et que ce dernier pourrait être à l'origine des géostigmates. L'attaque de Loz, Yazoo et Kadaj contre Elena et Tseng est directement montrée.
Nouvelle scène entre Reno et Rude qui s'inquiètent pour Elena et Tseng avant que Kadaj ne s'apprête à les agresser. Par la suite, c'est Denzel qui se voit mis à l'honneur dans un flashback qui illustre la fin de sa nouvelle dans On the Way to a Smile. On sait désormais comment il s'est retrouvé avec Tifa, Cloud et Marlène, même sans avoir lu la nouvelle. Puis retour au présent pour le voir sortir du 7e ciel, puis attirer l'attention de Kadaj. Nous le voyons ensuite observer la vie dans la ville et des enfants atteints de géostigmates repoussés par les personnes saines. Vint ensuite une scène rappelant la fin de Crisis Core, lorsque Zack désigne Cloud comme son héritage vivant. Petite parenthèse, on entend Sephiroth parler depuis la rivière de la vie. C'était une image blanche dans la version originale. Ici, c'est une image noire car On the Way to a Smile nous avait bien fait comprendre que Sephiroth se trouvait dans le livestream Black, alors qu'Aerys se trouvait dans le livestream White. D'ailleurs, on remarquera qu'Aerys apparaît toujours sur un fond blanc. Une autre scène sera légèrement étendue avec Denzel. Il s'agit de la scène où une jeune fille l'emmène vers d'autres enfants à qui la bande Akadaj aurait fait une promesse de guérison. Celle-ci ajoutera juste que son frère, vu un peu plus tôt avec elle, s'est fait emporter par la maladie. Encore une fois, un nouveau flashback est ajouté. Dans celui-ci, Cloud se remémore le jour où il a emmené Denzel avec lui après l'avoir trouvé mal en point devant l'église d'Aerys. Une autre scène supplémentaire nous montre encore un dialogue entre Denzel et la jeune fille dans la camionnette. Denzel se pose des questions sur les personnes à l'origine de cette promesse de guérison. Une nouvelle scène ajoutée nous montre Loz apporter les matérias et Marlène à Kadaj. Celui-ci absorbe les matérias et fait part de ses motivations. Un autre segment inédit est la conversation entre Cloud et Marlène. Elle lui fait réaliser que Tifa, Denzel et elle ont toujours été là pour lui et qu'il se devait de leur rendre l'appareil. Il sauvera Tifa et Denzel dans une autre scène ajoutée. De même, Denzel se défendra face à un monstre dans une scène inédite. Tseng et Elena ont le droit à quelques secondes supplémentaires lors du sauvetage de Rufus. Cela permet de ne plus donner l'impression qu'ils sortent de nulle part. La poursuite sur l'autoroute a été allongée de 2 minutes. Nous y voyons surtout Reno et Rude tenter d'arrêter la bande Akadaj avant d'être mis en échec et échapper de justesse au crash de leur hélico. Ils seront rapatriés par Elena. La scène emblématique où Cloud se fait transpercer par Sephiroth a été remaniée et est beaucoup plus proche de ce que l'on pouvait voir dans le jeu original. Zack qui communique depuis le livestream White pour motiver Cloud est une scène ajoutée et le reste du combat contre Sephiroth contiendra quelques autres différences mineures. Nouvelle scène avant la fin du film, celle où Denzel et Marlène reçoivent un coup de fil leur disant de se rendre vers l'église d'Aerys et nous voyons plusieurs habitants se mettre en route vers elle. La dernière scène supplémentaire se trouve post-crédit. On peut voir que des fleurs ont poussé à l'endroit où Zack a succombé et l'épée de Cloud à l'intérieur de l'église. Mais Advent Children Complete n'enrichit pas uniquement l'expérience visuelle et narrative du film, il y a bien sûr tout un travail sonore qui a été réalisé. Nobuo Uematsu est revenu pour étoffer toute la bande son afin de la rendre plus épique et de l'étendre pour coller aux versions longues de certaines scènes. C'est le cas de One Winged Angel. Ou du thème d'Aerys. Il ajoutera également quelques nouvelles compositions comme le Main Theme of Final Fantasy VII.
Pour ce boulot titanesque, il sera accompagné pour l'arrangement de Tsuyoshi Sekito, Keiji Kawamori et Kenichiro Fukui. Une mini-soundtrack sortait le même jour que le film au Japon et comprenait notamment le nouveau thème de fin Safe and Sound par Kiyosuke Imuro et l'un des chanteurs du groupe My Chemical Romance, Gerard Way. Le reste de cette OST comprenait les versions étendues de The Chase of Highway, Fight On, Signe, Advent One-Winged Angel et On the Way to a Smile. La piste Weather est, quant à elle, remplacée par Anxious Heart. La véritable OST de cette version complete sortait le 16 septembre 2009 sous le nom de Final Fantasy VII Advent Children Complete Reunion Tracks. 21 pistes pour un peu plus d'1 heure de musique. Elle apparaîtra durant une semaine dans les charts japonais Oricon à la 108e place. Pour compléter l'aspect sonore du film, il fallait faire revenir les acteurs ayant prêté leur voix dans la version originale. Pour la version originale en japonais, il y a eu 2 changements et ils concernaient les 2 enfants ayant un rôle primordial, Denzel et Marlène. En effet, Kiyosuke Ikeda ne reviendra pas pour doubler Denzel et sera remplacé par Kazumu Izawa, tandis que Miyu Tsuzurahara ne remplira pas pour doubler Marlène, en laissant sa place à Sumire Morohoshi, célèbre dans le monde du doublage japonais. Elle double notamment Vanellope dans Les Mondes de Ralph ou encore Kairi dans Kingdom Hearts Birth by Sleep. Nous ne savons pas si ces changements sont dus à l'âge des acteurs ou peut-être pour des raisons de planning, voire même une direction créative, ce qui est assez courant dans le monde du doublage. Il en sera de même pour le doublage anglais. Benjamin Bryan, qui doublait Denzel dans la version originale, laissera sa place à Aaron Revvem, un jeune acteur qui mettra fin à sa carrière en 2011. Pour Marlène, Grace Rolex sera remplacée par Ariel Winter, qui comme Sumire Morohoshi double Kairi dans quelques jeux Kingdom Hearts, en plus d'être une actrice et comédienne de doublage reconnue. Encore une fois, les raisons de ces changements n'ont pas été rendues publiques. En France, Denzel sera le seul changement, encore une fois sans raison rendue publique. Simon Kukisa est remplacé par Eran Schwartz, qui n'aura que Advent Children Complete dans sa carrière de comédien. Pour accompagner la sortie Blu-ray, il sera décidé de donner vie à la nouvelle de Denzel dans une adaptation animée présente dans les bonus. Un OAV réalisé par Shinji Ishihara et signé A1 Pictures, studio renommé dans le domaine de l'animation, notamment pour l'adaptation animée du manga Fairy Tail par exemple. Cette version animée sera très fidèle à la nouvelle On the Way to a Smile. Takeharu Ishimoto sera le compositeur de la bande-son de cette OAV après Before Crisis et Crisis Core. Kazumu Izawa poursuivra son doublage de Denzel pour l'unique doublage vocal qui sera réalisé. Parmi les autres bonus, en plus du retour du récap des événements de Final Fantasy VII, Reminiscence of Final Fantasy VII, il y a un résumé des autres titres de la compilation dans un bonus nommé Reminiscence of Compilation. Un petit historique retrace également l'histoire générale de la franchise ainsi que quelques trailers de cette édition complete.
En regardant la version originale d'Advent Children aujourd'hui, on peut avoir l'impression qu'il manque des morceaux du film que l'édition complete a su combler. La grande majorité de ces scènes supplémentaires étoffe le lore de cet univers et améliore grandement cette compréhension. La sortie de Crisis Core a également permis d'illustrer plus explicitement la mort de Zack et de réutiliser cette tristement célèbre scène pour cette édition complete. Cette version sera d'ailleurs généralement saluée. Par exemple, chez Joystick, Andrew Yoon estimera le film de meilleure qualité que la version originale et plus accessible pour les personnes n'ayant pas joué à Final Fantasy VII. Il appréciera la profondeur ajoutée au personnage de Cloud au point de l'humaniser, bien que le rythme par rapport à la version originale soit moins bon. Chez Blu-ray.com, le film sera qualifié de belle amélioration d'un film divertissant par Dustin Sumner. DVD Talk publiera une longue critique de l'édition complete. Meilleure version du film en raison de sa qualité audio et de ses scènes ajoutées et étendues. Un point noir sera tout de même soulevé, celui de ne pas proposer de bonus intéressants hormis l'OAV sur Denzel. Ces éloges sont cependant pas unanimes. Kotaku par exemple trouvera que le film n'a toujours aucun sens avec ses 26 minutes supplémentaires. Au niveau des ventes, le Blu-ray se vendra à 100 000 exemplaires le jour de sa sortie au Japon. Cela comprend les bundles PS3, l'édition standard et limitée. Nous ne connaissons que l'estimation des ventes de la version standard par Oricon durant l'année 2009, 49 000 exemplaires, ce qui le classait second des meilleures ventes de films d'animation et 8e, tout Blu-ray confondu. Il rapportera 310 millions de yens, soit environ 3,4 millions de dollars. Aux États-Unis, le film sera numéro 2 des meilleures ventes de Blu-ray durant sa semaine de sortie. Il s'en vendra 274 774 exemplaires. On peut également noter que les ventes de PS3 ont considérablement augmenté durant la semaine de sortie du film. Le total des ventes de cette édition complete reste inconnu. De même, aucune information n'a été donnée sur son lancement en Europe. Le film aura tout de même le luxe de sortir en Blu-ray Ultra HD le 8 juin 2021 en Amérique du Nord et au Japon et une sortie en Europe le 16 juin 2021. Le film se permettra tout de même une ressortie mondiale au cinéma en 2024 pour la sortie de Final Fantasy VII Rebirth. Comme pour nous signaler que certaines choses seraient importantes pour la compréhension de Rebirth. Quoi qu'il en soit, Advent Children n'est finalement pas un mauvais film. Il faut juste apprendre ce qu'il y a autour de ce dernier afin de le rendre plus simple à comprendre, plus agréable à suivre. Square Enix connaît l'impact que ce film a eu sur certains fans et se sont permis de sortir aussi tout un tas de produits dérivés, exclusivement centrés sur Advent Children. Un ultime roman remettra une pièce dans la machine concernant la compréhension de Rebirth. Il se nomme The Kids Are Alright, A Darkside Story. Comme pour On the Way to a Smile, ce roman est écrit par Kazushige Nojima et est sorti le 15 décembre 2011 au Japon sous son titre original Final Fantasy VII Lateral Biography Turks, The Kids Are Alright. Il faudra attendre le 22 janvier 2019 pour obtenir une première traduction anglaise sur laquelle je me suis basé pour cette retranscription. Malheureusement, aucune traduction officielle française n'existe ou n'est prévue au moment où cette vidéo sort, ce qui est fort regrettable étant donné qu'il donne de nouvelles clés de compréhension d'Advent Children et sert également de base pour beaucoup de segments de remake. Oui, 9 ans avant sa sortie. Il existe toutefois une traduction française réalisée par Cephrius et Genesis Rhapsodos, non, il ne s'agit pas de lui, que vous pouvez retrouver en description. Vous avez l'habitude, je vais spoiler les événements de ce livre. Veuillez vous rendre un peu plus loin dans la vidéo pour les éviter si vous souhaitez découvrir ce livre par vous-même. L'action du livre se situe principalement avant ceux d'Advent Children. Le récit est centré autour de Evan Townsend, un jeune garçon vivant seul au secteur 6 avec sa mère Annette qui l'a élevé seul. Le père d'Evan est mort durant la guerre du Wutai et il ne l'a donc pas connu. Le jour où la plaque du secteur 7 s'effondra, la mère d'Evan partira vers ce qu'il semblerait être une autre vie avec un certain Nick Foley.
Elle laissera à Evan une belle somme d'argent pour son 17e anniversaire et une note l'informant qu'elle le contacterait une fois arrivé à destination. Mais Evan préférera trouver un emploi plutôt que d'utiliser cet argent. Evan survivra au météore et l'histoire nous emmènera 2 ans plus tard retrouver des personnages connus. En effet, à Helen, le lieu soignant les porteurs de géostigmates, Elena découvrira qu'un ancien scientifique travaillant pour la Shinra, Throp, fournissait des médicaments contre les géostigmates à un certain Fabio Brown. Throp serait fait prisonnier tandis que Fabio sera recherché par Reno et Rude. Ils s'attaqueront à Evan dans sa nouvelle maison à Doyleville, pensant qu'il s'agissait de Fabio. Ce dernier subira leurs assauts pour protéger le véritable Fabio, son voisin qui vole des médicaments pour son petit frère Beats, alors atteint de géostigmates. Après cette mésaventure, Evan se rendra au bar Le 7e ciel pour y retrouver ses collègues de travail, dont Fabio, pour leur raconter ce qu'il venait de subir. Ses 2 autres partenaires étaient Kyrie Kanaan et Leslie Kyle. Ces derniers se rendront ensuite au bidonville de Midgar avec Evan pour rencontrer leur nouveau client. Pendant ce temps, Elena tentera de tuer Throp pour éviter qu'il ne ressalisse le nom de la Shinra, mais Tseng l'en empêchera. Retour au bidonville, Evan et Kyrie se rendent donc vers le bureau de leur organisation nommée les services des enquêtes de Mireille. Mireille étant le nom de la grand-mère de Kyrie qui n'est plus de ce monde, ce nom étant surtout pour lui rendre hommage. Le but de cette société était de retrouver des objets ou personnes disparues. Leur client du jour se nomme Tyran Hard et souhaite retrouver son fils Gould Hard, un soldat 2e classe qui a disparu juste avant la destruction de Midgar. L'histoire refait un focus sur Elena qui vient de donner une correction au vrai Fabio. Voyant qu'il ne s'agissait pas d'un trafiquant et qu'il avait une raison valable de vouloir ses médicaments, elle le corrigera moins fort que prévu. Elle donnera également des consignes à Beats pour qu'il ne prenne que le strict nécessaire afin d'éviter qu'il ne fasse plus effet ou qu'il en devienne dépendant. À quelques pas de là, Evan était de retour chez lui. Alors qu'il rangeait le désordre provoqué par les Turks au matin même, Beats débarqua chez lui en se plaignant de la douleur des géostigmates. Se demandant pourquoi Fabio ne s'occupait pas de lui, Evan se dirigea chez son ami et s'apercevra avec horreur qu'il gît dans une flaque de sang. Le lendemain, il rapportera cette histoire à Kyrie et Leslie en leur expliquant que Fabio était désormais hors de danger. En repartant, Evan s'effondrera devant son bureau, n'ayant pas dormi depuis plus de 24 heures. Kyrie fera appel aux Turks pour lui venir en aide en leur faisant comprendre que c'était de leur faute. Mais le résultat est qu'ils les kidnapperont. Kyrie révélera connaître Aerys et qu'elle se doute qu'elle avait également été kidnappée de cette façon par les Turks. Mais kidnapping est certainement un mot exagéré. Reno et Rude diront qu'ils veulent simplement emmener Evan à Helen et que tout cela a un rapport avec sa mère. Sur le trajet, les Turks examineront la photo du fils disparu de Monsieur Hard et apprendront à Evan et Kyrie que cette photo a été prise à Nibelheim. Arrivé à Helen, Evan sera amené devant Rufus Shinra et apprendra être son demi-frère. En effet, le père d'Evan était aussi celui de Rufus, tout comme celui de Lazard de Crisis Core si vous vous souvenez bien. La mère d'Evan était effectivement la secrétaire et maîtresse du président Shinra. Et apparemment, il existe plein d'autres demi-frères de mères différentes. Leurs retrouvailles seront gâchées par la venue de Fabio et quelques complices pour délivrer Throp à Helen. Alors qu'ils sont en mauvaise posture face à Reno et Rude, Evan saisira l'occasion pour prendre en otage Rufus Shinra et négocier leur libération. Il obtiendra cette libération et ils partiront tous ensemble. Sur le retour, un accident blessera Evan et il sera emmené au cabinet du Dr Drake. Il repartira seul vers Doyleville pour s'assurer que Fabio et les autres vont bien. Il mentira à propos de sa rencontre avec Rufus en disant qu'il voulait l'embaucher pour être son double. Il ne voulait pas que quelqu'un sache son lien de parenté avec ce dernier. Souhaitant se faire oublier, Evan souhaitait quitter Edge. Il retournera chez le Dr Drake pour utiliser son téléphone. Des objets devenus rares depuis le météore. Il appellera le service de livraison Strife et discutera avec Denzel pour livrer une lettre à l'autre bout de Edge. En attendant de recevoir les instructions pour rencontrer le livreur, le Dr Drake lui montrera un livre qu'il est en train de lire et qui parle des expériences menées par le département scientifique de la Shinra sur Genova.
Evan n'avait jusqu'à maintenant jamais entendu parler d'une entité biologique venue de l'espace. C'est alors qu'un certain Cloud Strife se présenta à lui pour effectuer sa livraison. Mais Evan avouera la vérité. Il l'a fait venir pour obtenir des renseignements sur un moyen de trouver du carburant. Cloud lui confiera qu'il existe 3 sources, la Shinra, l'ORM et Don Corneo ou Wall Market, qui pourraient savoir où en trouver. Evan lui révélera également qu'il souhaite se rendre à Nibelheim pour retrouver un soldat disparu. Encore une fois, Cloud l'enverra ailleurs. Cette fois-ci, il lui conseillera d'en discuter avec Tifa au bar du 7e ciel. C'est de cette manière que Tifa lui indiquera le meilleur itinéraire pour rejoindre Nibelheim. Evan avouera être à la recherche de sa mère. En effet, il s'est rendu compte récemment que sa mère apparaissait sur la photo de Gould Hard, la personne disparue sur laquelle il enquête. L'homme qui avait donné cette photo à Tyran Hard avant de mourir de géostigmate n'était nul autre que Nick Foley. De son côté, Kyrie apprendra les plans d'Evan pour se rendre à Nibelheim et elle l'attendra dans sa voiture. Evan devait d'abord trouver de l'essence et il souhaitait se rendre chez Don Corneo. Il rendra visite à Leslie pour lui demander comment s'y rendre. Après tout, ce dernier travaillait autrefois pour Don Corneo. Au Wall Market, Evan rencontrera un Corneo vieillissant et en fauteuil roulant. Il acceptera de lui donner du carburant à Edge et Evan profitera de son inattention pour lui voler des photos de ses victimes qu'il reconnaissait. D'abord celle représentant Tifa, Aerys et Cloud déguisés en femme et enfin une photo de Merle, la femme de Leslie. Ce sera en vain vu que Corneo lui révélera posséder plusieurs copies. En sortant, Evan les détruira. Il retournera voir Leslie pour s'excuser d'avance si des représailles devaient avoir lieu pour ces photos manquantes. Mais Leslie reconnaîtra qu'il devait régler ses comptes avec Don Corneo de toute façon. Il remerciera Evan de lui avoir permis de changer, tout comme Evan a également eu une bonne influence sur Kyrie et Fabio. Evan fera la même chose avec Tifa, mais celle-ci dira ne pas craindre Don Corneo. Elle profitera de la présence d'Evan pour lui informer qu'elle a mis au courant Kyrie de son voyage à Nibelheim sans savoir qu'elle n'aurait pas dû. Quoi qu'il en soit, Evan la retrouve dans la voiture en train de l'attendre. Elle l'informera que Reno et Rude devaient partir pour s'occuper d'un problème d'hélicoptère pour une mission concernant Tseng et Elena. Ils prendront donc la route vers la destination que Corneo a indiquée pour la livraison d'essence. Ils tomberont malheureusement en panne avant, ce qui forcera Evan à pousser la voiture. À ce moment-là, du côté des Turks, les réparations pour un des 3 hélicoptères qu'il leur restait avançaient bien. Et il le fallait car ils s'apprêtaient à récupérer les restes de Genova sous les ordres de Rufus. Malheureusement, un espion sera repéré et Elena se lancera à sa poursuite. L'histoire revient ensuite sur Evan et Kyrie. Arrivés à destination, ils ont attendu la livraison de carburant avant de découvrir avec surprise que leur livreur était Leslie. Il s'est remis à bosser temporairement pour Don Corneo. En partant pour réaliser cette livraison, il a brûlé le manoir Corneo et les photos qu'il contenait. Il a également volé des armes qu'il donnera à Evan pour son voyage. Don Corneo n'est pas mort pour autant et Leslie et Merle partiront habiter chez Evan pour éviter des représailles. Et même si elle se présentait, il serait prêt à riposter. Evan et Kyrie prendront la route vers Nibelheim. Le récit nous propose un flashback nous racontant la rencontre entre Evan et Kyrie alors que cette dernière a tenté de lui voler ses affaires. Kyrie étant une pickpocket aguerrie comme toute sa famille. Elle se fera réprimander par sa grand-mère Mireille qui lui avait pourtant appris à ne voler que les personnes riches. La rencontre avec Leslie et Fabio sera également racontée, tout comme la création de leur entreprise. De retour aux événements présents, Evan et Kyrie découvriront un lac sur leur route. Ils en profiteront pour faire une pause et plonger dedans. Pendant ce temps, Rude réparait un hélicoptère avant de recevoir un bâton de dynamite dont il réussira à renvoyer à l'expéditeur. Ils étaient même 2 exactement et seront tués sur le coup. Il s'agissait de Fabio et de Keoth, l'un de ses complices. De retour au lac, une bête rouge ressemblant à un lion avec une queue en feu s'approchera du véhicule d'Evan. Evan attrapera son arme pour lui tirer dessus, mais il fera exploser son propre véhicule. C'est alors que Kyrie commencera à se noyer. Evan tentera de la sauver, mais c'est la bête rouge, nommée Red 13, qui sauvera Kyrie et l'emmènera voir un médecin à Sous-Junon. Tseng et Elena se trouvent également à Sous-Junon et entendront parler de cette histoire. En faisant des recherches, Tseng croisera Kyrie à leur sortie de l'hôpital. Elle discute avec un certain Kadaj.
Kyrie et Tseng perdront connaissance quelques secondes après lui avoir serré la main. D'ailleurs, Tseng pensera que Kadaj n'est pas humain de la façon dont il lui a serré la main. Il ne dira pas à Kyrie qu'il a perdu connaissance, mais il apprendra que celle-ci ne voyait pas Kadaj comme Tseng l'avait vu. Tseng voyait un homme aux cheveux argentés, ressemblant à Sephiroth, alors que Kyrie voyait plutôt une ancienne connaissance aux cheveux orange. Elle pensait qu'il avait péri dans un incendie. Tseng supposera que Jenova est derrière tout ça, car cette entité était capable de prendre l'apparence des morts pour manipuler certaines personnes. Du moins, c'est ce que l'ex-scientifique fou de la Shinra, Hojo, lui avait appris. Il mettra alors Kyrie en garde de ne pas lui faire confiance si elle le rencontre à nouveau. Reno et Rude, de leur côté, utiliseront l'hélicoptère tout juste réparé pour retrouver Revan. Ils se dirigeaient vers Sous-Junon à pied, étant donné que Red 13 ne pouvait pas transporter 2 personnes à la fois. Les Turks souhaitaient se servir d'Evan et Kyrie pour retrouver Jenova. En effet, la ressemblance avec Rufus pour Evan devrait les aider, et le fait que Jenova souhaite manipuler Kyrie pourrait aussi leur permettre de se rapprocher de leur but. Une fois réunis, Evan et Kyrie tenteront de s'enfuir en apprenant que les Turks pouvaient être liés à la mort de Fabio. C'était sans compter sur Elena qui ouvrira le feu et blessera gravement Evan. À son réveil, il entendra Fabio lui parler et guérir son épaule touchée par la balle d'Elena. Mais quand il ouvrira réellement les yeux, pas de Fabio et une épaule complètement guérie. Evan voulait abandonner l'espoir de retrouver sa mère et pensait plutôt retrouver Beats, le petit frère de Fabio, désormais sans famille. Mais c'est sans compter sur les Turks qui proposeront de l'emmener à Nibelheim en hélicoptère. Ils s'y rendront, mais pas pour retrouver la mère d'Evan. Cela ne l'intéressait plus désormais tant qu'il se trouvait avec Kyrie. Non, s'ils s'y rendaient, c'était surtout pour leur enquête sur Gould Hard. Et ils le trouveront. Ce dernier leur révélera que Tyran Hard est en réalité son beau-père et qu'il ne souhaite pas le retrouver. Kyrie lui posera tout de même des questions à propos de la mère d'Evan. Il leur apprendra qu'Annette est arrivée ici pour repeupler Nibelheim après l'incident Sephiroth et que son rôle était de s'occuper des sujets de test vivant dans la ville. Il déclarera aussi que sa relation avec Nick Foley n'a pas duré longtemps, de même que son rôle à Nibelheim qui n'a duré qu'une semaine. Elle est partie du côté du village glaçon. Gould donnera une lettre d'Annette provenant de ce lieu et qui était censée revenir à Nick Foley. Il la remettra à Evan qui ne souhaitait pas l'ouvrir pour le moment. Avec les Turks, Evan et Kyrie se rendront donc au village glaçon, pendant que Reno et Rude recevront la visite de Leslie et du chef Doyle. Ils leur apprendront qu'Evan a besoin d'être opéré immédiatement, sinon il risquerait de mourir selon le Dr Drake que Fabio avait croisé. C'est pour cela qu'il avait tenté de voler l'hélicoptère pour retrouver Evan. Ils accepteront de partir à la recherche d'Evan et les prendront avec eux. Et en effet, arrivé au village glaçon, Evan lira la lettre de sa mère en attendant l'arrivée de la propriétaire de l'auberge glaçon. Il apprendra que sa mère avait accepté un contrat pour travailler à Nibelheim, mais que la divulgation d'informations ou la démission aurait pu lui coûter la vie. Ce travail était réalisé pour gagner suffisamment d'argent pour une future opération d'Evan. Elle faisait tout ça pour lui. Wendy, la propriétaire de l'auberge glaçon, lui racontera que sa mère était venue il y a 2 ans pour récupérer les hommes en noir qui se dirigeaient vers le nord. Elle partit encore plus loin au nord du village et n'est jamais revenue. Depuis que la rivière de la vie a jailli du sol, il est pratiquement impossible de s'y rendre à cause de nombreuses crevasses que cela a causées. Kyrie suggérera à Evan de retourner d'abord à Junon pour procéder à son opération avant de partir à la recherche de sa mère. Alors que Tseng écoutait leur conversation depuis la chambre d'à côté, il comprendra que le docteur de Junon n'est nul autre que le docteur Dimitri Eugène, celui qui s'est occupé de l'épaule d'Evan. Pendant que Kyrie prenait sa douche, Evan sera attiré vers l'extérieur par un jeune garçon aux cheveux argentés. Il tentera de soutirer des informations à Evan à propos de l'emplacement de Jenova. Ce jeune homme avait la faculté de prendre l'apparence de qui il voulait. Fabio, le docteur Drake, la mère d'Evan. Il avait manipulé Evan quand il lui avait montré la photo de Jenova au cabinet du docteur avec l'apparence de celui-ci. Mais encore une fois, Evan ne savait rien. Il lui avait même guéri l'épaule sous l'apparence de Fabio. Mais comme il est inutile et qu'il ne sait rien, le jeune homme qu'on connaît sous le nom de Kadaj reprendra ce cadeau. Evan s'effondrera et alertera Tseng qui était alors parti à sa recherche. Tseng se fera également sonder par Kadaj.
Mais Tseng ne sait rien non plus, bien qu'il soupçonne que Kadaj ait un lien avec Sephiroth et Jenova. Il disparaîtra et Elena débarquera à son tour et injectera une potion analgésique à Evan. Tseng et Elena partiront à la recherche de Kadaj pendant qu'Evan tentera de rejoindre Kyrie. Mais celle-ci était en proie à Kadaj, qui avait encore pris la forme de son ami pour la manipuler. Elle ne se laissera pas berner et fera feu sur lui. Mais Kadaj ne sera pas en danger. Evan emmènera Kyrie à l'extérieur. Le village glaçon prenait feu. Elena et Tseng prendront l'hélicoptère mais seront vite rattrapés par Kadaj et l'affronteront à l'intérieur de l'hélico alors qu'ils se dirigent vers le nord. Evan et Kyrie tenteront d'attirer Kadaj vers les crevasses, mais ce dernier sentira le piège arriver, il esquivera et c'est Kyrie qui se retrouvera au bord de la crevasse avec Evan qui tentera de la remonter. Mais Kadaj transpercera son épaule. Evan lâchera Kyrie dans le gouffre. Reno, Rude, Leslie et Chef Doyle arriveront sur les lieux de la bataille. Tseng et Elena leur donneront l'ordre de balancer tout ce qu'ils ont, mais ils refuseront en voyant Evan présent sur les lieux. Kadaj reportera son attention sur eux, ce qui permettra à Evan de se rendre compte que Kyrie s'est accroché au bord de la crevasse et l'aidera à s'en sortir. Kadaj entrera dans l'hélicoptère de Rude et Reno. Ils sauteront tous à l'extérieur de ce dernier juste au moment où Tseng balancera un missile pour le faire exploser. Le fracas de l'hélicoptère brisera la glace sur laquelle se trouvaient Evan et Kyrie. Ils tomberont dans le courant de la rivière de la vie qui guérira leurs blessures. Puis ils navigueront dans un tunnel de glace labyrinthique et tomberont sur des cadavres gelés d'hommes en noir, mais aussi sur le corps gelé de la mère d'Evan. Cette dernière portait sur elle une lettre pour Evan où elle livrait la vérité sur l'hématome que possédait Evan au cerveau et de tous les efforts qu'elle faisait pour gagner de l'argent pour son opération. Elle livrera également la vérité sur sa liaison avec le président Shinra. Mais ce n'est pas tout, la mère d'Evan possédait le fameux morceau de bras de Jenova que lui avait montré le Dr Drake, ou plutôt Kadaj en photographie. Ce dernier apparaîtra et tentera de le récupérer. Evan enverra le morceau de chair dans la rivière de la vie. Kadaj s'y jettera et sera dissous. Après un long moment d'errance, Reno, Leslie et Doyle réussiront à les retrouver et à les sortir de ce tunnel. Tseng emmènera Evan voir le docteur Eugène qui avait révélé l'hématome au cerveau qu'Evan possédait à sa mère. Ils apprendront que ce dernier avait menti et qu'il savait qu'Evan était le fruit d'une liaison avec le président Shinra. Il espérait en obtenir une grosse somme d'argent. La mère d'Evan était morte et avait travaillé et pris des risques toute sa vie pour un mensonge. De même que la mort de Fabio qui pensait qu'Evan devait se faire opérer immédiatement. Evan sentait la colère monter en lui, mais c'est finalement Tseng qui mettra le docteur à terre et lui écrasera plusieurs fois le visage avec de puissants coups de pied. Après cette aventure, Evan révélera tout à Tseng, le morceau de chair de Jenova tombé dans la rivière de la vie en compagnie de Kadaj au niveau des crevasses. Quelque temps après, l'histoire nous montrera qu'Evan a emménagé chez Fabio pour prendre soin de Beats. Kyrie les rejoindra et un jour, ils emmèneront Beats vers l'église des bidonvilles vers laquelle un remède contre les Géostigmas semblait avoir surgi. Beats sera guéri grâce au remède. Ils recevront une lettre de Tyran Hard qui a renoué contact avec son fils grâce à eux et leur proposera de dîner ensemble. Kyrie tentera même d'organiser une fête d'anniversaire tardive pour Evan en tentant d'inviter Rufus. Bref, tout est bien qui finit bien pour ces personnages. Ce roman comble les dernières questions que l'on se posait au sujet de l'endroit où se trouvait Jenova et comment les Turks ont réussi à la localiser. Dommage qu'il est souvent oublié dans la compilation of Final Fantasy VII. Au moins avec cette vidéo, nous avons pu restituer entièrement le lore autour d'Advent Children. Bien que certaines questions restent encore sans réponse, comme la volonté d'Annette Townsend dans l'une de ses lettres, volonté de remercier pour elle Vincent Valentine, Sid et Barrett. On sait toutefois qu'Evan devait se rendre au 7e ciel et participer au rassemblement dans lequel ces personnages seront présents, même si l'histoire n'ira pas plus loin. D'autres détails sont à noter et prouvent le génie de Nojima. Par exemple, dans le Final Fantasy VII original, beaucoup de fans se demandent quel rendez-vous du Gold Saucer est canon dans l'histoire. Et bien lorsqu'Evan demande à Tifa si elle a déjà eu un rencard au Gold Saucer, elle lui répond peut-être, peut-être pas. Une façon ingénieuse de laisser chaque rendez-vous canon.
On remarquera également une mention de Yazoo et Loz, qui étaient les amis de Kyrie à une époque, avec Kadash bien sûr, et ces derniers avaient péri dans un incendie à cause de Kyrie justement. Ce roman possède une anecdote assez amusante, c'est qu'il comprend pas mal de références au groupe de rock anglais The Who. Même le titre du livre est le titre du 7e morceau de leur premier album, My Generation, The Kids Are Alright. Une chanson qui illustre assez bien la philosophie d'Evan dans le roman. Nous voici à la fin de cette vidéo. Elle comble vraiment toutes les histoires annexes autour d'Advent Children. Elle a demandé énormément de temps d'écriture, de recherche et également de montage bien sûr. N'hésitez pas à la partager, la liker et je vous donne également rendez-vous très bientôt pour la suite de la rétrospective de la compilation of Final Fantasy VII. Encore merci pour votre visionnage et à très vite.